Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où je reçois aujourd'hui Marie-Pierre Huillet. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Nicolas. Alors Marie-Pierre, vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication et vous êtes spécialiste des questions de genre dans les médias, plus particulièrement le cinéma. Votre thèse, qui a été obtenue en 2017, portait sur les masculinités et les féminités dans le cinéma de Quentin Tarantino. Vous poursuivez actuellement des recherches au sein de l'ERAS, donc c'est l'université Paul Sabatier à Toulouse, et dans l'équipe genre et médias. Vous avez participé à 2 reprises entre 2015 et en 2020 au GMMP, c'est-à-dire Global Media Monitoring Project, un programme de recherche international ayant pour objectif une étude mondiale sur le genre dans les médias. Vous êtes également actuellement enseignante en communication en banlieue toulousaine à l'IUT de Blagnac. Alors Marie-Pierre, je suis ravie que vous soyez avec moi aujourd'hui pour présenter une grande série. Une série, c'est vrai, c'est quand vous me l'avez proposé, j'ai trouvé ça bizarre qu'on n'en ait pas parlé avant, parce que c'est une série déjà que j'apprécie beaucoup, c'est Nip Tuck. Alors peut-être pour commencer, pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas ou qui voudraient se replonger dedans, est-ce que vous pourriez commencer par faire la présentation, le pitch? Bien sûr. Alors, Nip Tuck, c'est une série télé américaine qui comprend en fait 6 saisons, donc elle a été assez longue, et au total 100 épisodes d'environ 45 minutes chacun. Je vais commencer, d'ailleurs, je vais profiter de cette petite présentation pour préciser que tous les exemples que j'utiliserai après ne concerneront que la saison 1. Mes références ne viendront que de la saison 1, de manière à ne pas trop spoiler l'ensemble de la saison pour les gens des autres saisons, pour les gens qui ne les auraient pas vues. Alors, son titre est intriguant au premier abord, puisqu'il vient des 2 verbes anglais to nip, qui signifient inciser, et to up, replier, rentrer, retendre. En fait, les 2 verbes désignent l'ensemble des gestes médicaux qui correspondent à l'action d'un lifting, puisque la série raconte à la fois la vie professionnelle et privée de 2 amis qui sont chirurgiens plasticiens, et ils ont monté ensemble une clinique privée située à Miami, dans laquelle donc ils travaillent. Alors, Nip Tuck s'inscrit dans une longue lignée de séries dites médicales, avec évidemment la célèbre Urgence en 1994, qui avait ouvert la voie. Et depuis, on a vu proliférer les séries à thème ou à décor médical. Alors, Grey's Anatomy, par exemple, débuté en 2005, et dont la 18e saison, donc un record de longévité, devrait sortir cette année. Doctor House en 2004, Jackie Nurse en 2009, Saving Hope, l'historique The Technique en 2014, Code Black en 2015, ou encore plus récemment Good Doctor, par exemple. Et même en France, on a pu voir donc la comique H, par exemple, en 1998, ou Hippocrate ou les bracelets rouges en 2018. Donc vraiment, la série est longue. Alors, peut-être pour continuer dans cette présentation, ça serait intéressant, Marie-Pierre, de parler dans cette série qui est quand même, vous l'avez dit, une des références dans les séries médicales, voir avec vous quelles ont été les conditions de production de cette série-là. Oui. Alors, pour revenir à Nip Tuck, effectivement, c'est à Ryan Murphy que l'on doit la série. Alors, Ryan Murphy, pour le situer, c'est actuellement un des magnats de la série télé aux États-Unis. Alors, donc, on lui doit Nip Tuck en 2003, mais il faut quand même dire qu'on lui doit aussi la célèbre Glee entre 2009 et 2015, d'ailleurs, que Marine Boyer a présenté dans l'épisode 130 d'Histoire en série, je le précise. Il y a l'excellente American Horror Story en 2011, il y a The New Normal en 2012, Scream Queen en 2015, Ratched, Feud en 2017, ou aussi Monster, qui est actuellement sur Netflix, Pose, The Politician ou encore Hollywood. Donc c'est un showrunner extrêmement prolixe et à succès, et dont Nip Tuck est en fait le premier fait d'armes. Alors, en réalité, quand je dis premier, je mens un petit peu, puisqu'il avait créé une première série en 1999 qui s'appelait Popular, mais c'est avec Nip Tuck qu'il est devenu célèbre. Alors, il intervient comme showrunner essentiellement. D'ailleurs, j'ai fait un petit bilan. Il a réalisé réellement 8 épisodes sur les 100 et il en a écrit 23, simplement puisqu'il est entouré d'une équipe de scénaristes
dont la majorité d'ailleurs sont des hommes. 59 épisodes sont écrits par des hommes, 26 sont écrits par des duos hommes-femmes et seulement 15 par des femmes. Idem d'ailleurs, on remarque pour la réalisation, puisque sur les 100 épisodes managés par Ryan Murphy, 80 épisodes sont réalisés par des hommes et 20 par des femmes. C'est donc une série créée par un homme, écrite et réalisée par des hommes pour un public masculin, on y reviendra. C'est important à garder en tête parce qu'il y a des stratégies de production qui vont éclairer mes propos. Et Marie-Pierre, maintenant, si on analyse les conditions de diffusion, c'est aussi très important à voir. On va y revenir parce qu'une série, selon sa disponibilité, hein, sur une plateforme, sur un network par exemple, c'est pas du tout la même chose. En effet, cette série, alors donc Nip Tuck, elle a été diffusée d'abord donc aux États-Unis entre 2003 et 2010 sur une chaîne qui s'appelle FX. Alors c'est important parce que c'est une chaîne qui appartient à Disney Media Network et qui est lancée en 94 avec une cible très particulière puisque c'est le public masculin de 18 à 49 ans. Donc c'est une chaîne qui a diffusé d'abord des films, des courses de la NASCAR, des matchs de baseball, donc dans un premier temps. Et puis à partir de 2002, elle se lance dans les séries pour fidéliser son public. Alors, la fiction sérielle, on le sait, c'est une façon de fidéliser les spectateurs et les spectatrices, surtout aux USA, où l'offre de chaînes entre les grands networks, effectivement, dont vous avez parlé, et les chaînes privées du câble est particulièrement importante. Pour vous donner une idée, en 2018, il n'y avait pas moins de 495 séries originales disponibles à la télévision américaine. Et si on repart en 2003, l'année où apparaît Nip Tuck, il y avait 182 séries, donc au moment où Nip Tuck apparaît. Vous avez évoqué le showrunner Ryan Murphy, hein. C'est vrai que quand je vous écoutais énumérer toutes ces productions, je me suis rendu compte qu'on avait encore beaucoup de travail dans l'histoire en série pour analyser tout ça. Vous avez rappelé effectivement que Marine Boyer avait très très bien analysé Glee. Fabien Lièvre-Perrin aussi a fait une série qui a été peut-être moins diffusée, où la réception était peut-être plus intime, mais en tout cas qui était très intéressante. C'est la série Pause dans les premiers numéros aussi. Alors à chaque fois, on se pose la question, Marie-Pierre, une question importante quand on étudie les séries. Après, on va rentrer dans le détail de l'étude, mais j'aimerais que vous nous disiez, peut-être pour terminer cette introduction, quelle a été, de la part du public aux États-Unis ou en Europe, la réception de cette série? Alors, en termes de réception, Nip Tuck, ça a été un réel succès d'audience, hein, autant aux États-Unis qu'en France. Donc en France, la série, elle va être diffusée d'abord sur Paris Première en 2004, et puis en fait en prime time en 2005. Non, d'abord en fin de soirée, puis en prime time en 2005 sur M6. Alors, c'est une série donc, qui a un vrai succès d'audience. Elle va recevoir d'ailleurs un Golden Globe Award de la meilleure série dramatique en 2005. Il faut quand même noter que ce succès est là, malgré, je vais dire, le fait que la majorité des épisodes, alors la majorité sont interdits au moins de 10 ans, mais certains vont être interdits au moins de 12. Il y a même certains épisodes qui sont interdits au moins de 16, parce que la série vire souvent au gore en montrant des opérations filmées en gros plan ou en abordant certains sujets liés à la sexualité de façon très crue. On va y revenir. Donc c'est un véritable succès, alors qu'elle aurait pu avoir, elle a pu avoir quelques restrictions, notamment en termes de réception. Nip Tuck, Marie-Pierre, c'est une série, vous avez commencé à le dire, une série bien sûr américaine, une série made in USA, on pourrait dire. Et c'est très intéressant parce que on le voit, une série reproduit à la fois un certain nombre de concepts, j'allais dire aussi de faits sociaux de leur temps. Et là, on est véritablement plongé dans une certaine vision de l'Amérique, une certaine vision du monde. Alors peut-être en première question là-dessus, vous avez évoqué un concept, vous allez nous l'expliquer en disant, voilà, dans Nip Tuck, on a une vision du monde qui est androcentrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que quand on voit vous l'avez dit, les deux héros, on est vraiment aussi dans cette idée très américaine, d'ailleurs, des gens qui se sont fait eux-mêmes, ces fameux self-made men? Oui, alors en effet, comment en fait ne pas commencer en parlant des deux personnages principaux de la série? Alors, androcentré, quand même, je mets rapidement une petite définition, donc centré autour de personnages masculins et du concept de la masculinité, ou des masculinités, je préfère dire ça comme ça. Donc, les deux personnages principaux de la série, c'est Sean McNamara, interprété par Dylan Walsh, et le deuxième s'appelle Christian Troy, il est interprété par Julian McMahon. Ces deux personnages masculins sont bien au centre de la série et des aventures qui s'y déroulent. En effet, le premier, Sean, c'est un personnage, alors pour vous les présenter rapidement, d'une quarantaine d'années. Il est marié à Julia, avec laquelle il a deux enfants, un adolescent qui s'appelle Matt et une petite fille de 8 ans qui s'appelle Annie. Alors lui, il va incarner la figure du père de famille, raisonnable, aimant, doux, gentil.
L'exa opposé en réalité de son copain de fac et collègue Christian Troy, lui qui est l'éternel célibataire, don Juan, présenté comme un hédoniste et un épicurien un peu sans limite. Les deux vont former un tandem à la fois professionnel et amical dans la série qui, on le comprend bien, se complètent, s'équilibrent, parfois se déchirent aussi, justement parce qu'ils sont totalement différents. Christian, par exemple, résume cela dès le premier épisode en disant ah, je suis le RP du boulot, toi tu es l'artiste, j'ai besoin de toi et toi de moi, on se complète, on n'y peut rien. Donc dès la première scène, d'ailleurs, mais vraiment la première scène du premier épisode de la première saison, cette opposition entre les deux hommes est mise en exergue. Chaque épisode, en effet, commence par une scène pré-générique, centrée le plus souvent sur un des patients ou une des patientes que les médecins reçoivent dans leur bureau, avec une question rituelle, Tell me, tell us what you don't like about yourself. Dites-nous ce que vous n'aimez pas en vous, ou dites-moi ce que vous n'aimez pas en vous. Et dans la toute première scène, donc l'épisode 1 de la saison 1, on voit en fait Christian qui reçoit deux hommes dont un veut changer de visage. Alors les deux hommes parlent entre eux en espagnol, mais on voit que ça pose aucun problème à Christian puisqu'il parle parfaitement bien cette langue et il va très vite entrer dans un jeu de connivence masculine avec eux. Ah, vous êtes des coureurs de jupons, je sais ce que c'est, etc. Sauf que lorsque Sean va rentrer dans le bureau pour assister lui aussi donc à cette entrevue préopératoire, il va s'asseoir et là, il va être très très vite perdu parce que lui, on va nous comprendre, spectateur qui ne parle pas et ne comprend pas l'espagnol. Ce qui va d'ailleurs permettre à Christian, son collègue, d'accepter cette opération du visage pour un tarif exorbitant que Sean aurait bien entendu refusé. Dès les premières minutes, on a donc un berné, un rusé, un joueur, un sérieux, un immoral et un personnage qui a plus de valeur éthique, disons. À plusieurs reprises, d'ailleurs, Sean va parler d'éthique alors que Christian, lui, va parler business. J'ai une citation de l'épisode 1 où Christian dit « Tu me fais la morale, bon, j'adore t'écouter, mais moi, j'ai une boîte à faire tourner. » Et puis surtout, les deux personnages masculins incarnent effectivement la figure du self-made man, un des piliers du modèle américain. Sean le dit lui aussi littéralement dans l'épisode 10, We are self-made men, Christian, donc nous sommes des self-made men. Alors, le self-made man, qu'est-ce que c'est? C'est l'individu qui peut tout à force de volonté et de foi. Le bonheur visé, il est forcément lié à la réussite matérielle. Et l'icône du self-made man, elle a été largement relayée et créée surtout par le monde du cinéma, que l'on pense à des personnages comme Rocky, évidemment, emblématique à ce niveau-là, mais aussi dans certaines séries. Et Sean et Christian sont présentés totalement comme des self-made men, c'est-à-dire ils sont issus d'un milieu modeste, plutôt middle class. Ils se sont élevés dans la société à force à la fois de travail mais d'audace, parce que le self-made man, c'est aussi celui qui ose, celui qui sait saisir sa chance. Dans notre duo, Sean, c'est le travailleur, celui qui est doué en chirurgie, ça sera dit plusieurs fois, mais Christian, il a besoin de Christian parce que c'est celui qui ose, qui provoque la chance. Ils incarnent donc parfaitement ce mythe qui consiste à faire croire à tout le monde que, évidemment, chacun peut réussir et même doit réussir. Il y a aux États-Unis cette opposition entre le winner qui s'oppose à cependant le loser. Christian, il incarne vraiment le winner avec une plastique parfaite, des costumes hors de prix, des voitures de sport, un appartement ultra chic, un bateau. Bref, il a réussi et il le montre. Sean, c'est un winner aussi qui a réussi à la fois sa vie professionnelle et familiale, mais il incarne une masculinité plus discrète, nous en reparlerons. On voit donc bien que c'est un modèle fait pour les jeunes hommes. Il n'y a pas vraiment de mythe du self-made woman et peu de représentations équivalentes. On pourrait quand même citer des séries comme Working Girl ou dans Mad Men qui proposent des personnages féminins équivalents, pourrait-on dire. Mais une femme, quand elle est montrée comme capable de réussite, a toujours le soutien d'un homme. Alors là, je vais citer deux films, mais alors un peu ancien qui est Pretty Woman, où il y a eu la reprise plus récemment de A Star is Born, par exemple. Par contre, apparaît avec le self-made man l'idée que derrière tout homme qui réussit, il y a une femme, et c'est le cas dans Nip Tuck, puisque Sean est épaulé dans sa vie quotidienne par sa femme Julia. C'est exactement ce que j'allais vous dire, Marie-Pierre, puisque on a aussi dans Nip Tuck, on a parlé de cette idée, vous venez de le dire, de cette idée self-made man, d'hommes qui réussissent. On a aussi une vision dans cette série-là qui est très hétérocentrée d'une Amérique où pour avoir réussi, pour certains, il faut mettre en avant un certain modèle familial avec une femme, avec des enfants, et ça, c'est clairement ce que met en avant Sean.
Alors effectivement, la série, elle présente un univers totalement hétérocentré, hein, au départ en tout cas. Sean et Julia forment le couple phare de cette série, ils vivent ensemble, ils ont 2 enfants, on en a parlé, hein, Matt et Annie, dans une belle maison. Et si l'essentiel des actions sont liées au monde médical, puisque je le rappelle, Sean et Christian sont des chirurgiens, et à ce qui se passe dans leur clinique, en fait, le noyau familial créé par Sean et Julia va vite devenir un des arcs narratifs de la série. En effet, pour Sean, la famille, c'est un pilier qu'il protège, qu'il nourrit en bon pater familias. Julia ne travaille pas, hein, elle élève les 2 enfants. On est vraiment dans des visions extrêmement classiques et traditionnelles. Quand d'ailleurs elle va demander à son mari s'il peut lui refaire la poitrine, ce qu'il passe, hein, son temps à faire comme opération dans la clinique, elle se plaint parce que son corps a changé, à cause notamment des allaitements et de l'âge. Sean va refuser en lui disant fermement: tu as 2 enfants, une future gerbille et une bonne. Sous-entendu donc, de quoi se plaint-elle? Alors, cette famille idéale sera d'ailleurs fortement idéalisée par l'autre personnage, par Christian. Donc lui, je l'ai déjà dit, il est célibataire, présenté comme un être plutôt instable sentimentalement, passant d'une conquête à l'autre sans jamais s'investir dans une relation. Mais à maintes fois dans la série, il est repris l'idée que Christian envie la situation familiale de Sean. Il y a un rapport ambigu de Christian à cette famille dont il dit être un membre à part entière, et qui semble être considérée d'ailleurs comme telle par Sean et les enfants. Sean et les enfants. Quand Julia va d'ailleurs vouloir un peu le punir ou se fâcher contre lui, elle va d'ailleurs le priver, par exemple, de l'anniversaire de la petite Annie. Il y a une scène dans l'épisode 1 où Julia regarde une vieille vidéo de Sean, Christian et elle quand ils étaient ensemble à la fac. Et Julia pose la question aux 2 garçons: que veux-tu plus tard? Et Christian va répondre: une femme comme Julia. Sean répondra: vivre avec toi. Julia dira, elle, fonder une famille. On voit donc comment on prête au personnage féminin le soin de verbaliser clairement qu'elle a pour souhait de fonder une famille, et que pour les personnages masculins, le souhait, c'est de la posséder elle. Donc, s'installe dès le départ une rivalité entre les 2 hommes qui sera développée sur les 6 saisons quasiment de la série, surtout dans les premières saisons, parce que le couple hétérosexuel est une valeur vers laquelle il faut tendre quoi qu'il en coûte. Une des grandes craintes d'un personnage comme Christian d'ailleurs est qu'on le soupçonne d'homosexualité. Dans une scène de l'épisode 2, il est avec Matt, le jeune ado, dans un club de striptease. Christian s'éloigne avec une fille qui se trémousse langueureusement devant lui. Et lui, à ce moment-là, malheureusement, il se met à penser à Julia. Et du coup, la fille constate qu'elle ne lui fait pas grand effet. Et elle lui dit alors: qu'est-ce qui ne va pas, bébé? Tu préfères les garçons? Et ce soupçon d'homosexualité est si insupportable pour Christian qu'il va la bousculer, la faire tomber par terre. C'est un homme à femme qui le revendique. Il dit: les femmes, c'est ma spécialité, dans l'épisode 1. Alors, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très intéressant à voir là-dessus, Marie-Pierre. Vous avez parlé de ce personnage de Julia, parce que elle met vraiment en valeur un modèle aussi de la femme américaine, souvent qui reste à la maison, hein, comme on avait pu voir dans la série Desperate Housewives, cette idée de, là ici, peut-être pas désespérée, mais en tout cas d'housewife, donc d'une femme qui est porteuse de valeurs à la fois familiales et morales. Tout à fait. La question des valeurs familiales et morales, de toute façon, est très, très importante dans la série. La famille dont on vient de parler, elle demande implication et sacrifice. Et Julia va incarner pleinement la figure de la mère qui s'est sacrifiée et qui continue de se sacrifier pour sa famille. Alors, elle le souligne, elle insiste sur ce point à de multiples reprises, hein. Elle dit dans l'épisode 1: j'ai sacrifié ma carrière pour m'occuper de ma famille et élever nos enfants. Elle le dit à Sean. Et quand elle va se retrouver à nouveau enceinte dès la première saison, alors qu'elle a enfin repris ses études et qu'elle veut dans un premier temps avorter, elle va finir par garder l'enfant et abandonner encore une fois ses études, en expliquant qu'élever un enfant demande, je la cite, énergie, patience et de renoncer à soi-même, hein, carrément. Et puis un peu plus loin dans ce même épisode, c'est l'épisode 5, elle ira jusqu'à dire que apparemment le cerveau est un excès de bagages. Alors, Julia n'est pas la seule dont le personnage montre l'importance des valeurs familiales. En réalité, elle les incarne pleinement, je dirais, mais ça court sur toute la série, puisque Sean, par exemple, est décrit par un de leurs collègues chirurgien esthétique, lui aussi, qui s'appelle Meryl, comme un homme conservateur et qui tient à sa famille. Christian, qui lui, tout en étant célibataire, n'aura, je l'ai déjà dit, de cesse que de lutter pour appartenir coûte que coûte à la famille formée par Sean, Julia et les enfants. Il va y avoir Gina qui va tomber enceinte de Christian, et ils vont effectivement à eux 2 tenter à leur tour de monter, de créer une famille. D'ailleurs, maternité et paternité sont 2 thèmes qui sont très très présents dans la série, avec la tentative de répondre à cette question insondable: qu'est-ce qu'un bon père et qu'est-ce qu'une bonne mère?
Julia, quand elle veut blesser Christian, elle va lui dire tu ne seras jamais capable d'être vraiment un père, et lui va lui lancer tu es qu'une femme au foyer. Christian reprochera à Sean, quand ils veulent se faire des reproches, c'est toujours comme ça. C'est à un moment donné, il y a Christian qui reproche à Sean tu n'as jamais vraiment été un super papa de toute façon. Vous voyez, c'est vraiment le point ultime d'accroche pour eux quand ils veulent pas s'insulter, mais voilà, s'embêter, quoi. Christian va d'ailleurs finir par devenir père à la fin de la saison 1, puisque Gina, je l'ai dit, va lui donner un fils. Alors ça, c'est une scène vraiment importante et étonnante, un peu étonnante, parce que là, ça commence à prendre du piquant, Nip Tuck. C'est que, alors petite alerte spoiler, c'est que je vous révèle qu'à la fin de la saison 1, quand l'enfant de Christian naît, on va s'apercevoir qu'il est noir, et donc manifestement pas celui de Christian et Gina, qui va pourtant dire, c'est mon fils, je me fiche de toutes ces histoires d'ADN, je ne vais pas l'abandonner parce qu'il ne me ressemble pas. Avec cette idée donc que la paternité, elle est au-delà du biologique, que c'est une valeur suprême, un des enjeux de la vie. La paternité, qui est d'ailleurs montrée comme étant quelque chose, la parentalité, pardon, qui est montrée comme quelque chose d'un peu miraculeux, qui change un homme ou une femme, qui donne du sens à la vie, ça c'est Gina qui le dit. Donc on a vraiment ce dessin d'une famille hétérocentrée, traditionnelle, qui est au centre des représentations que la série nous donne à voir. Le rôle des parents est de transmettre des valeurs morales à leurs enfants. Julia et Sean font de leur mieux pour répondre à cette injonction. Par exemple, je ne suis pas prude, je tente juste d'élever mes enfants avec de vraies valeurs, par exemple. Et dès qu'ils dérogent un petit peu à cette ligne de conduite socialement attendue par la norme, le discours de la série vient le souligner. Quand Sean, par exemple, va draguer Megan, une de leurs patientes, il s'entendra rappeler par celle-ci « Vous êtes mariés et je suis en instance de divorce ». Il s'agit de respecter les règles de la bienséance. Je fais une petite aparté sur le fait qu'il y a d'ailleurs un personnage qui vient incarner cela à merveille, c'est Suzanne, une amie de Julia. Alors Suzanne, ce personnage apparaît systématiquement dans la série chaque fois que cette pauvre Julia tente de vouloir dévier un petit peu du rôle dans lequel elle est attendue et enfermée, celui de la femme au foyer et de la mère parfaite. Par exemple, dans l'épisode 2, on comprend que Julia, elle a tué la gerbille de sa fille Annie parce qu'elle ne supportait plus les saletés de l'animal. Alors, elle a jeté la gerbille aux toilettes. Et malheureusement pour elle, les toilettes ont été bouchées. Dans Nip Tuck, on nous évite aucun détail. Donc, il y a un plombier qui vient réparer les toilettes et en fait, qui découvre ce qui s'est passé. Et le plombier va être offusqué et dire à Julia, mais quel genre de mère êtes-vous donc pour tuer la gerbille de votre fille? Évidemment, Suzanne est là. Elle assiste à la scène avec un air mi-dégoûté, mi-accusateur. Et la réaction ne se fera pas attendre puisque quelques scènes plus tard, Julia explique qu'elle a été renvoyée de l'association des mères du quartier. Elle dit « Elles ont peur de confier leurs enfants à une meurtrière. Je suis une personne terrible. » Par la suite, Julia deviendra copine aussi avec un étudiant rencontré à la fac, Jude. Et Suzanne sera à nouveau là pour bien faire comprendre à Julia qu'elle désapprouve cette amitié considérée comme hors norme à cause de la différence d'âge et de genre entre Jude et Julia. Autre exemple encore, Julia sera amenée à rencontrer Sophia, une patiente de Sean. Or, Sophia est transsexuelle. Et quand elle voudra assister à un cours de yoga avec les autres femmes du quartier, évidemment, Sophia va être violemment rejetée et Suzanne sera celle qui va mener la vindicte contre elle. Dans l'épisode 12, elle veut d'ailleurs que Julia signe une pétition pour bannir Sophia du cours de Pilates, mais Julia va refuser de signer. Nip Tuck, c'est une série qui est américaine, c'est une série sur la société américaine. Alors, je voudrais maintenant vous poser une question parce que sur la question ethnique, notamment aux États-Unis, la question raciale aussi, qui est très importante, on l'a vu depuis ces dernières années avec malheureusement la mort de George Floyd et tout le mouvement qui est né, Black Lives Matter, qui n'est pas nouveau ce mouvement-là, depuis la question dans les années 50, 60, 70 de la conquête des droits civiques pour les personnes noires. Comment est-ce que cette série prend à bras le corps ou pas d'ailleurs, est-ce qu'elle en parle de cette question ethno-raciale, Marie-Pierre? Tout à fait. Effectivement, la série, elle ne vient pas que réitérer des stéréotypes de genre, loin de là, elle va aussi réitérer des stéréotypes ethno-raciaux. Alors, il faut rappeler peut-être que l'action se passe à Miami, je l'ai dit assez rapidement, donc une ville du sud de la Floride qui a certaines particularités. L'ethnie principale est cubaine, d'origine cubaine, voire cubaine, donc c'est un peu plus de 34% des habitants de Miami, mais il y a aussi des personnes venues du Nicaragua, du Honduras, d'Haïti ou des Colombiens. Donc il y a une très très forte population hispanophone. De plus, les statistiques nous indiquent que Miami, elle a une singularité, c'est la ville des États-Unis qui comprend le plus grand nombre d'habitants et d'habitantes nés hors du sol américain, 59%. La question ethno-raciale ne pouvait donc pas être invisibilisée ou tue par la série.
Du coup, dès le premier épisode, ce qui est souligné comme un handicap pour Sean, je vous l'ai dit, c'est qu'il ne parle pas et ne comprend pas l'espagnol. Et dans ce même épisode, on va voir que non seulement Christian parle espagnol, mais que Julia, Matt ou les enfants, Annie, donc, semblent bilingues. La série, en fait, le problème, c'est qu'elle présente les personnages identifiés comme d'origine sud-américaine toujours dans des rôles extrêmement stéréotypés. Alors, on retrouve les personnages de classe sociale inférieure et qui travaillent au service d'eux. Par exemple, dans la maison de Sean et Julia, la bonne parle espagnol, donc on comprend, et son mari, le jardinier, parle également espagnol, il s'appelle Julio. Après, donc, en dehors de ces personnages-là, en fait, les hispaniques vont être montrés dans des rôles évidemment de dealers de drogue. Pensons aux personnages de l'épisode 1, comme Alejandro et Silvio Pérez, par exemple, les deux frères en question, dont l'un veut se faire refaire le visage, et qui ont été au service d'un autre personnage qu'on va retrouver plus tard dans la série, Escobar Villardo, un autre mania de la drogue. Ils ont avec eux des filles qui leur servent de mules en passant des kilos de drogue dans leur faux sein, ce qui permet à la série d'aborder le problème aussi des migrants, puisque Escobar explique que ces filles font cela juste pour pouvoir entrer dans ce pays, donc sous-entendu les États-Unis. Donc on voit comment la série, elle enferme les personnages hispaniques dans de forts stéréotypes ethno-raciaux. Marie-Pierre, on a bien compris aussi, quand on évoque Nip Tuck, et ça va être peut-être le deuxième temps de notre entretien, l'idée que c'est une série qui, comme les deux héros sont des chirurgiens esthétiques, c'est une série qui met au centre véritablement le corps, ou les corps plutôt, les différents types de corps, et ça c'est quelque chose de très intéressant. Alors justement, tout à l'heure, vous avez évoqué l'idée, par exemple, que Julia aurait aimé que son mari lui refasse les seins parce que il ne lui plaise plus. Donc là aussi, peut-être première chose, c'est est-ce que ce n'est pas une série qui questionne sur le corps, une série où véritablement nous aussi, spectateurs, on se questionne sur les problèmes qu'on peut avoir de rapport avec son corps. Oui, c'est une des grandes caractéristiques de cette série, le travail sur les corps. Bon, on redit que c'est une série médicale, mais ce qui est super intéressant avec celle-là de série, c'est que Ryan Murphy, il n'a pas fait le choix de la situer dans n'importe quelle branche, il la situe dans l'univers de la chirurgie esthétique. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas du tout dans Urgence ou Grey's Anatomy. On n'est pas dans la chirurgie de survie, on n'est pas du tout là-dedans. Mais on est au contraire dans une chirurgie qui va être présentée comme la majorité du temps et dans la plupart des cas comme une chirurgie de confort où il y a de l'esthétique, c'est-à-dire une notion de beauté. Pas de santé, même si on va le voir, en fait, à de multiples moments aussi, ils abordent la chirurgie esthétique comme liée à des problèmes de santé. Bon, toujours est-il que le titre même, je le rappelle, qui indique que tout nip, tout tuck, les gestes nécessaires aux chirurgiens pour faire un lifting, indiquent d'emblée que c'est une chirurgie qui n'a pas d'autre but que la beauté. Et c'est d'ailleurs à partir de là que la série devient vraiment, vraiment intéressante. En effet, elle repose sur le postulat que le corps pose problème. Alors pour des chercheurs sur le genre, comme dont je fais partie, c'est quand même sacrément intéressant. Le corps pose problème, ce qui est souligné d'ailleurs par la question récurrente des deux chirurgiens, tell me, je le répète, what you don't like about yourself. On vient de le voir, donc on vient les voir si on n'aime pas quelque chose dans son corps. Et à partir de là, la série, elle va décliner toute une liste de complexes, plus ou moins justifiés, vraiment, qui vont, de l'idée, pour ceux qui sont totalement justifiés, de l'idée de cacher une cicatrice, par exemple, liée à un cancer du sein ou à une chondrolaryngoplastie, ça veut dire enlever, gommer la pomme d'Adam, dont on comprend alors qu'elles sont nécessaires pour se reconstruire, des opérations nécessaires à l'individu pour se reconstruire, jusqu'à des opérations totalement superflues, comme celle d'un personnage récurrent qui s'appelle Madame Grudman, une dame d'un certain âge qui multiplie les actes de chirurgie pour combattre le temps qui passe. D'ailleurs, dès l'épisode 2, les deux chirurgiens vont former un trio avec un psy, le docteur Pendleton, qui sera remplacé ensuite par une de ses consoeurs. Alors, ce n'est pas innocent l'arrivée d'un psy dans cette série, dans cette clinique de chirurgie esthétique, parce que ça ne va pas être un personnage accessoire, ce psychologue. Il n'est pas étonnant d'ailleurs que le personnage devienne récurrent et va même devenir un des personnages récurrents de la série vraiment pendant toutes les saisons. Les deux chirurgiens, évidemment, se rendent compte qu'ils ne peuvent pas tout, qu'ils ne sont pas omnipotents, que soigner le corps sans considérer l'esprit ne rime à rien. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que la série met l'accent sur l'importance des corps. Or, le genre, on l'a longtemps défini comme une construction sociale, et vraiment, moi, je fais partie des chercheurs qui
insiste sur l'idée que tout en étant bien entendu une construction sociale, le genre ne peut se concevoir en gommant les corps. Et la série, elle va même plus loin puisqu'elle met en avant la question des injonctions sociétales qui pèsent sur les corps. En effet, le tout premier épisode met en avant la peur des personnages de ne pas avoir le corps parfait, vous l'avez redit, et ne pas avoir le corps qui convient. Pour Julia, par exemple, qui se tracasse pour sa poitrine, qu'elle trouve abîmée après ses 2 grossesses. On a le cas aussi dès l'épisode 1 de Kimber, une jeune mannequin que Christian drague dans un bar, qui est en fait très belle, mais Christian va lui démontrer dans une scène assez cruelle qu'elle est en fait pleine de défauts corporels. Matt, lui, le jeune garçon, il veut être circoncis parce qu'il pense que sans ça, sa copine ne voudra pas avoir de rapport sexuel avec lui. Bon, je pourrais multiplier les exemples, mais en fait, ce que ces 3 personnages et bien d'autres dans la série mettent en scène avec leur corps, c'est en fait le besoin d'être dans la norme, qu'elle soit réelle ou supposée. Christian aura beau répéter à Matt, alors je cite la série, le problème, c'est pas ta bite, c'est ton manque de confiance en toi. Ce que le jeune homme voit, Matt, quand il veut à tout prix être circoncis, c'est qu'il n'est pas circoncis dans un pays où la circoncision est particulièrement populaire. En 2020, il y a 77% des hommes de 14 à 59 ans qui sont circoncis aux États-Unis et en 2013, ils étaient 80%. Il y a donc pour ce jeune homme un besoin de se conformer, de rentrer dans la norme. Il s'apprête en plus à avoir son premier rapport sexuel et l'affaire prend donc une importance toute particulière pour lui. Il a peur d'être rejeté par sa petite copine, de le dégoûter ou qu'elle se moque de lui et la série va malheureusement lui donner raison. C'est donc le regard de l'autre qu'il craint, c'est la pression sociale qui lui dicte ce désir de circoncision. Matt est un jeune homme qui tente sans arrêt d'ailleurs de répondre aux attentes qui pèsent sur lui. Quand Sean, son père, va rencontrer Vanessa, la petite amie, qui est une très jolie jeune fille, quasiment toujours habillée en cheerleader dans la série, n'ayant pas peur des stéréotypes, Sean va dire à Matt qu'il félicite son fils de sortir avec une belle jeune fille. Il lui dit, c'est comme si tu avais un rendez-vous avec la reine des pom-pom girls. Et puis, quand Matt va rentrer de son rendez-vous avec Vanessa, son père va immédiatement lui demander alors comment ça s'est passé. Et alors que le rendez-vous s'est très mal passé, Matt va mentir, lui dire qu'il a assuré. Ce mensonge, il n'est vraiment pas innocent parce que Matt ment pour répondre aux attentes de son père, des attentes qu'on comprend très andro et hétérocentrées. Et puis, dans la série, on voit Matt s'enfermer dans sa chambre et puis pleurer, preuve qu'il est difficile pour lui de supporter le poids des injonctions de masculinité qui pèsent sur lui, sur son corps et sur ses actions. On évoquait à l'instant justement le regard sur le corps. Alors, la série, c'est aussi le moment de regarder les corps, j'allais dire, et de regarder les corps, de voir des corps, en fait, voir ce qu'on peut en faire. On voit effectivement, vous l'avez dit, on est dans une série médicale, donc on voit des corps qui peuvent être détruits. On voit justement le rôle des 2 chirurgiens de réparer ces corps-là, mais aussi peut-être, et vous l'avez dit, avec certains actes, notamment que ce soit au niveau de l'esthétique véritablement pure, c'est l'idée que le corps, on peut aussi le sculpter. Tout ça, ça apparaît dans Nip Tuck. Oui, c'est ce qui peut en tout cas expliquer que les corps d'un Nip Tuck soient autant des corps détruits ou que l'on détruit, puisque Matt, face au refus de son père de le circoncire, il va tenter de le faire tout seul et bien entendu, il va se blesser et donc il va vraiment abîmer son corps et son père et Christian vont ensuite, pour le coup, l'opérer puisqu'ils n'auront plus le choix pour réparer. On a toujours cette idée de corps détruit et que l'on va pouvoir réparer grâce à la chirurgie. Il y a dans Nip Tuck cette idée en fait que le corps est une machine que l'on peut toujours améliorer, réparer ou corriger pour qu'elle corresponde à la norme attendue. Alors, cette idée du corps-machine, ça date pas des années 2000 et de Nip Tuck. Au cinéma, elle remonte au moins 20 ans plus tôt, qu'on pense sous l'ère Reagan au cinéma, évidemment, qui fait apparaître les premiers corps, enfin pas les premiers, mais c'est l'ère des corps bodybuildés. Le terme n'est d'ailleurs pas innocent, des corps construits. On pense aux acteurs comme Stallone ou Schwarzenegger, pour ne citer qu'eux, évidemment. Donc des corps construits qui seront aussi spectaculaires que les films d'action dont ils deviennent les héros. Avec eux, c'est l'avènement des corps qui n'ont plus rien de naturel, que l'on construit à force de musculation, de sport, voire de produits de drogue ou de chirurgie. Des corps qui, alors là je vais citer rapidement David Le Breton, ne font plus sens, ils fonctionnent. Depuis au moins les années 80, donc on ne va plus demander au corps d'être une machine ultra solide qui résiste à tout, qui fait de nous des individus performants, mais on va garder cette idée que le corps ne doit avoir aucun défaut. Ces injonctions, elles pèsent sur les individus, hommes ou femmes d'ailleurs. Elisabeth Badinter a coutume de dire que le corps est la source primaire, la source d'identité primaire, d'où son importance.
Matt, pour revenir à lui, on le voit bien comme d'autres personnages de la série, incarne ce besoin de faire en sorte que le corps se conforme à tout prix. Bon, que dire, je vais prendre l'exemple aussi de Nanette dans cette première saison. C'est une patiente obèse et elle veut assister au bal, enfin un bal et un rendez-vous des anciens du lycée. Elle vit chez elle entourée de photos découpées, ne présentant que des jeunes filles jeunes, belles, et dont le corps a été découpé, alors à la fois par la photo, c'est des photos de mannequins, voilà. Et Nanette, elle a recouvert un mur chez elle de photos qu'elle a elle-même découpées dans les magazines. Donc, vous voyez, il y a comme une mise en abîme des corps découpés par les photos qu'elle-même a découpées, et on va voir des gros plans sur des yeux, des fesses, des lèvres, des coups, des ventres. Et on comprend bien que la souffrance extrême dans laquelle vit cette jeune fille, dont le corps ne correspond pas du tout aux stéréotypes sociaux de ce que c'est qu'un beau corps, je mets vraiment des guillemets, elle va être atroce pour elle. Et là, pareil, alerte spoiler, elle va aller jusqu'à se suicider, elle va en mourir en fait. Cette question du corps, elle est aussi abordée par un autre biais que vous connaissez bien dans vos recherches, Marie-Pierre. J'aimerais qu'on l'aborde maintenant. C'est la question du genre, c'est-à-dire à la fois, peut-être ici, regarder comment est-ce que les corps sont présentés, à la fois les corps masculins et féminins, et là-dessus, vous, peut-être, calquer j'allais dire, votre grille de lecture de chercheuse du genre. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Nip Tuck? Oui, alors vous avez pu remarquer déjà que je les avais chaussées, mes lunettes du genre, puisque j'en ai déjà parlé en réalité. Alors, l'idée dans Nip Tuck, c'est que le corps, je l'ai dit, doit se conformer, à coup de bistouri s'il le faut, aux normes que la société impose en termes de genre. Et la série, ça explique que la série repose sur des personnages fortement stéréotypés. La série nous dit que ces stéréotypes, d'ailleurs, sont en partie créés, imposés par les médias. Par exemple, si on est attentif, quand une de patientes de l'épisode 8 veut se refaire le nez, Christian lui propose le nez de Linda Evangelista ou de Christy Turlington, deux top modèles. Donc. Dans l'épisode 13, quand il va s'agir de parler de ce qu'Escobar voudrait devenir dans la vie quand il était enfant, eh bien, il va citer des stars de cinéma comme Antonio Banderas ou Asante. Donc, Antonio Banderas, qui est un acteur espagnol, et Armand Assante, un acteur et un producteur américain. On veut donc ressembler aux stars, aux vedettes mises en lumière par les médias, et le cinéma notamment. Les médias sont, comme le dit Marlène Coulon-Gully, constructivistes en termes de normes genrées. Elle parle de fabrique du genre, ou Teresa de Lauretis, elle va parler de technologie du genre. Alors, du côté féminin, on a déjà parlé de Julia, qui va incarner le stéréotype de la mère qui se sacrifie pour sa famille. Alors d'ailleurs, elle est vraiment complètement dans ce stéréotype. Elle est filmée très souvent dans la cuisine. Quand elle est chez elle, elle a toujours un couteau, une carotte dans la main, elle va préparer le repas ou elle va s'inquiéter donc de ce que le repas soit bien au frigidaire, prêt à être consommé, etc. Elle est bien entendu plutôt jolie, l'actrice n'a pas été castée pour rien, elle est bien habillée, apprêtée, effrayée évidemment à l'idée de vieillir. Elle souligne plusieurs fois d'ailleurs qu'elle est âgée alors qu'elle n'a même pas 40 ans. Elle est extrêmement naïve et souvent infantilisée par les personnages masculins et par la série. Par exemple, on la voit souvent avec des couettes, d'accord. Elle pleure sans arrêt. Alors Julia, c'est un personnage qui verse des litres de larmes. Elle pleure sans arrêt, dès qu'il lui arrive quelque chose, elle pleure, et elle va partir dans des excès de colère qu'elle ne semble pas du tout maîtriser et qui la font passer évidemment pour une hystérique. Là, on est complètement dans un stéréotype genré. Kimber, c'est un autre stéréotype. Kimber, la petite amie de Christian, elle incarne le stéréotype de la mannequin. Il faut quand même noter qu'une des premières répliques de la série pour Kimber, c'est « Je ne bois pas, je ne mange pas, je suis mannequin ». Épisode 1 quand même. Donc, elle est montrée dans la série comme étant totalement naïve. Elle se fait avoir par tous les hommes qui la courtisent. Elle est illettrée. Un épisode la montre ne sachant pas écrire Christian, le prénom. Un petit peu folle. Elle va torturer Christian. Elle a des excès, elle aussi, d'hystérie, ou elle s'en prend à la voiture ou au bateau de Christian. Elle va d'ailleurs être carrément une monnaie d'échange entre Christian et son collègue chirurgien Merrill. Christian n'hésitera pas à échanger Kimber contre une voiture, ce qui ne semblera pas la choquer outre mesure à elle, parce que c'est une voiture de luxe, donc finalement, elle estime que ça veut dire qu'elle a de la valeur. Elle se montre totalement soumise à Christian, ce qu'elle dit dans l'épisode 7. Elle lui dit « Tu as vu, j'ai fait tout ce que tu m'as dit ». Une autre petite amie de Christian, c'est Gina, qui, elle, incarne la figure de la nymphomane. Elle est totalement addicte au sexe, présentée comme vulgaire, un peu perdue, immature, cédant à l'alcool, aux cigarettes, alors même qu'elle est enceinte.
Donc, un type de femme assez dangereuse, mais qui va évoluer d'ailleurs au cours des saisons. C'est un personnage vraiment intéressant, Julia. La série continue donc d'imposer le fait que le corps féminin est un corps qui s'achète, se loue, se vend, s'échange entre les hommes. Christian fréquente assez assidûment un bar de striptease dans lequel on le retrouve à plusieurs reprises. La caméra est toujours un prolongement de ses yeux à lui. Elle vient souvent découper les corps féminins comme lui les découpe avec son scalpel. On a ainsi des gros plans sur des poitrines, des fesses, des dos, des yeux. Les corps féminins étant très très souvent sexualisés dans la série, qu'il s'agisse des figurantes d'ailleurs ou des personnages principaux. Mais n'oublions pas les conditions de production dont on a parlé. La série cible un public masculin. Mais les personnages masculins ne sont pas en reste, question stéréotype. Donc, c'est les stéréotypes de genre féminin comme masculin. Il y a des personnages qui incarnent une masculinité très virile, comme Christian, Jude ou Escobar. Dans ce cas-là, leurs corps sont aussi érotisés. Ils sont montrés tout en muscles. On les voit s'entraîner au sport. Christian fait du footing ou du sport chez lui. Jude est coach sportif. On le voit d'ailleurs très souvent dans la salle de sport. Ou Escobar, le dealer de drogue, est montré lui aussi soulevant des haltères avec un corps extrêmement musclé et tatoué. C'est des personnages sûrs d'eux, sûrs de leur corps, qui n'hésitent donc pas à l'exhiber. On les voit nus à de multiples reprises. On assiste à plusieurs scènes de confréries masculines, d'ailleurs dans des lieux réservés aux hommes, ce qui est un grand classique. On y retrouve donc Christian, par exemple, avec des amis à lui, dans le célèbre bar à striptease, qui évoque les relations avec les femmes et qui ironise d'ailleurs sur le fait que l'un d'entre eux est marié et ne veut pas tromper sa femme. Alors c'est une scène extrêmement cliché. Donc on est dans un bar à striptease, c'est là que Christian a amené Matt d'ailleurs. Il veut lui payer une prostituée parce qu'il veut faire son éducation sexuelle. Il recommence lorsqu'il l'amène, d'ailleurs, donc Christian va amener Matt avec lui à une soirée d'une maison de production de films pornographiques où il lui dit clairement qu'il est là pour lui apprendre la vie. La série donc met en scène cette éducation qui doit se faire entre hommes, loin du foyer maternel, et où d'autres hommes apprennent aux plus jeunes le rôle d'homme, ce qui est évidemment historiquement pas nouveau du tout. Ce qui peut surprendre ici, peut-être, c'est que c'est Christian qui endosse ce rôle, là où on aurait pu attendre plutôt le père, Sean. La suite de la série éclaircira ce point. Je précise qu'on trouvera le pendant de ces scènes avec des scènes entre femmes, alors que ce soit le cours de Pilates ou le moment où on veut parler accouchement. Et dans ce cas-là, Gina se rend chez Sean et c'est Julia, et en compagnie de cette dernière, en regardant le film de son accouchement, qu'elle va pouvoir discuter de ce moment. À l'inverse, un personnage comme Sean incarne une autre forme de masculinité. Il est montré comme ayant un corps un peu défaillant par rapport à celui de Christian. Par exemple, il tombe souvent. Dans la série, il tombe. Il fait des chutes. Sean, on voit qu'il ne sait absolument pas se battre, il ne fait pas de sport, et puis surtout, il ne maîtrise pas très bien son corps. Ainsi, dans l'épisode 7, il va se faire masser par Megan pour un torticolis, donc elle le masse des pieds à la tête, bon bref. Et quand elle va lui demander de se tourner sur le côté, il va refuser de se mettre sur le côté parce qu'on comprend à son regard gêné en fait qu'il a une érection. Il va d'ailleurs se lever très vite et partir en s'excusant. Il est plus dans un registre intellectuel, raisonnable, il incarne vraiment une autre forme de masculinité, père de 2 enfants, en charge de famille. Et quand il tente de sortir de ce cadre, la série le montre en échec. Quand il va tenter de séduire la psychologue, par exemple, Grace Santiago, qui suit 2 de ses patientes, et qui va devenir d'ailleurs la psy de la clinique, elle va le rejeter, alors qu'elle va devenir la maîtresse de Christian. On voit bien la différence de traitement. Quand il tente avec Julia de nouvelles pratiques, comme la sodomie, puisque c'est montré comme tel dans la série, Julia va être complètement outrée et elle va le rejeter aussi, ça n'aboutira pas. Bref, on voit bien que Sean, il est souvent maladroit et un échec. Bon, dans les 2 cas, de toute façon, que ce soit des masculinités comme celle de Christian, Escobar, Jude, ou que ce soit des masculinités comme celle de Sean, on a affaire à des stéréotypes, autant donc, on l'a dit, sur les personnages féminins que masculins. En évoquant Christian, tout à l'heure, quand vous parliez de la scène où il était dans le club de striptease, on comprend aussi véritablement, Marie-Pierre, que Nip Tuck, c'est une série qui donne à voir les corps. Alors, j'aimerais qu'on s'entretienne tous les deux maintenant sur cette idée du regard, comment on regarde le corps et comment Nip Tuck donne à voir les corps. Alors, en fait, dans Nip Tuck, le corps existe parce qu'il est vu. Tout le temps, il s'agit de voir, de regarder, d'observer les corps, le sien d'ailleurs ou celui des autres. Bon, le métier des 2 protagonistes principaux repose sur le fait de regarder le corps des patients ou des patientes, avec la célèbre question. Et après elle, arrive immanquablement le moment où le patient, la patiente, doit montrer la partie du corps qu'il ou elle n'aime pas. Christian souligne même qu'il est un pro pour ce qui est de repérer les moindres défauts dans le corps d'un autre, ce qui est généralement dans son cas le corps d'une autre.
Sa première rencontre avec Kimber, je l'ai déjà évoqué, sera marquée d'ailleurs par cette fin de scène à laquelle j'ai déjà fait allusion et où, après avoir couché et dormi avec elle, il va poser sur elle son regard de chirurgien et avec une cruauté terrible, entouré au rouge à lèvres tous les défauts qu'il repère sur son corps. Puis il va la tourner vers un miroir et il va lui dire « Regarde tous tes défauts ». Kimber est pourtant extrêmement jolie, avec une silhouette parfaite. Il faut noter d'ailleurs que dans le bureau de Christian, à la clinique, il n'est pas innocent de remarquer que la décoration derrière son fauteuil est une immense photo d'un œil. On a ainsi de nombreux plans où on voit Christian assis avec cet œil derrière. Du coup, quand les patients ou patientes sont dans son bureau, il y a comme une mise en abîme avec un double regard qui pèse sur eux. Les femmes dans cette série, mais également les hommes, sont ce que Bourdieu appelle des êtres perçus, c'est-à-dire des êtres qui sont constamment sous le regard des autres êtres. Les regards sont aussi doublés par, on va dire, tous les artifices ou outils qui peuvent les prolonger, donc voir les nombreuses scènes qui se passent devant un miroir, Julia qui s'observe dans la salle de bain, ou Matt, évidemment, les scènes où il y a un appareil photo qui entre en jeu, comme Kimber qui pose, puisqu'elle est mannequin dans un studio photo, des caméras, enfin. Et puis, bon, alors là, je pourrais multiplier les exemples, et à la redondance des répliques. Par exemple, Lise qui dit à un moment donné, Lise étant un des personnages dont nous allons reparler, l'anesthésiste de la clinique, elle dit I'm invisible, je suis invisible, et Sophia lui répond I see you, je te vois. Le thème du regard est donc prépondérant dans la série, comme pour souligner le fait que l'on n'existe finalement qu'à travers le regard de l'autre ou son propre regard. À travers Christian et Sean, on voit aussi, par exemple, au sein des masculinités, qu'il y a des corps dominants et des corps dominés. Alors, on voit aussi, bien sûr, le côté, vous l'avez dit, hein, très hétéro-centré, donc où on voit bien parfois que, et à travers Christian, encore une fois, hein, son regard qu'il a sur les femmes, on voit bien qu'il y a cette question de dominant-dominé à travers le corps dans Nip Tuck. Oui, c'est entre autres ce qui va en fait organiser les personnages le long d'une ligne très claire de relations de pouvoir et de domination. Il y a les corps qui dominent et ceux qui sont dominés. C'est montré de façon très prononcée dans la série, hein. Alors la verticalité symboliquement associée au corps qui domine, hein, le médecin qui est debout, pendant que l'horizontalité va être associée au corps dominé, les patients ou les patientes allongés sur la table d'opération ou assis sur une chaise. Donc la série montre bien qu'il faut se tenir droit, être droit face à l'autre, ne pas fléchir, ne pas faiblir. Les personnages masculins ont fort à faire avec cette question, hein. Évidemment, dans la série, on voit la lutte qu'ils entretiennent pour faire partie des dominants, de ceux qui incarnent ce que Rowan Connell appelle la masculinité hégémonique, représentée par exemple par Christian ou par Escobar. Deux personnages qui du coup doivent non seulement dominer les autres corps, mais dominer leur propre corps, hein, se dominer avant tout. D'où le fait qu'on les voit faire de la musculation, du sport, c'est bien pour montrer qu'ils doivent rester maîtres d'eux-mêmes, hein. Ils veulent maîtriser ce corps, le construire, maître aussi au sens, maître de leur corps au sens figuré, puisqu'on voit qu'ils le restent dans les pires situations, hein. Escobar, il va être menacé à bout portant par Sean avec un revolver, il ne bronchera pas, hein, il ne faiblit pas. Ou Christian, quand il va être torturé, pareil, hein, voilà, il supporte la violence, il supporte la douleur. Ils ont aussi tous les deux une face sombre, hein. Ils sont associés à des formes de violence physique qu'ils subissent parfois. Bon, j'essaye de garder un peu suspense, mais voilà, ils l'ont subi ou ils la subissent et qu'ils imposent souvent aux autres le plus souvent. Ils incarnent tous les deux une masculinité très affirmée dans laquelle le corps joue un rôle essentiel. D'ailleurs, quand le corps ne correspond pas, c'est un drame, hein. Ainsi, il y a par exemple un patient masculin qui a un peu de poitrine et qui ne le supporte plus. La poitrine étant un attribut féminin que la série érotise à de multiples reprises, eh bien, dans l'épisode 7, on a aussi un autre exemple où le patient a un... Non, l'épisode 7, c'est l'épisode où il y a le patient qui a un problème de poitrine, effectivement. Et dans l'épisode 2, il y a un patient qui vient parce qu'il a un pénis trop petit, hein. Le corps doit donc correspondre, je l'ai déjà dit, aux normes genrées. Le genre est montré comme une relation extrêmement binarisée au sein de laquelle on est soit un homme, soit une femme, à charge pour les hommes de dominer les femmes et de dominer leur corps. Donc, on parle de leur propre corps comme du corps des femmes. C'est le règne du stéréotype, des représentations fortement normatives, hétéro et androcentrées. N'oublions pas, je le répète, les conditions de production qui peuvent, entre autres, expliquer ces choix. Et pourtant,
Et bien sûr, parce que c'est une question, vous l'avez dit, on a l'impression dans Nip Tuck que tout est très stéréotypé, très normé, alors que quand on commence à s'attarder, à regarder attentivement la série, à l'étudier comme vous l'avez fait et vous êtes en train de le faire avec nous, on comprend bien que tout n'est pas aussi blanc ou aussi noir, on comprend bien qu'il y a un entre-deux qui apparaît, notamment en priorité d'ailleurs déjà sur la question des sexualités. Oui, on retrouve en fait une petite, enfin, quelque chose que Ryan Murphy va après, bien entendu, pousser beaucoup plus avant dans les séries suivantes. Bon, la série donc nous met au milieu d'un univers effectivement très hétéro-androcentré. On l'a répété maintenant de plusieurs reprises, mais malgré tout, elle va nuancer ça. Alors, il ne faut pas oublier qu'on est en 2003 pour la saison 1, que c'est une série produite par un network qui appartient en plus à Disney. Mais Ryan Murphy va se débrouiller pour aborder la question des sexualités, très peu abordée de manière aussi frontale dans une série grand public. C'est vraiment, voilà, là on est vraiment dans le nip tuck super intéressant. Parce que si la série met l'accent sur des sexualités hétérosexuelles monogames, hein, comme étant la norme, je l'ai déjà dit, elle va également montrer en 2003, donc dans une série grand public, que d'autres formes de sexualité sont possibles. Alors, par exemple, on a la sexualité du jeune Matt qui débute dès la saison 1, c'est pour ça que je la prends comme exemple, comme tout à fait conventionnel, puisque Matt, il veut coucher avec sa petite amie Vanessa, une pom-pom girl, très populaire, très jolie. Bon, jusque-là, rien de nouveau. Sauf que, on l'a déjà vu, déjà, première chose, lui, il a un problème, parce qu'il n'est pas circoncis et que ça va créer chez lui un véritable complexe. Alors, la chirurgie va résoudre le problème, nickel, on est dans nip tuck, un coup de bistouri, c'est réglé. Mais en fait, ce n'est pas le seul problème. Parce qu'en fait, Vanessa, elle va être montrée dans la série comme étant attirée par les filles, sans oser le dire ouvertement et sans pouvoir le vivre. Alors, dès l'épisode 3 de la saison 1, Matt va surprendre Vanessa au lit avec une autre pom-pom girl et il comprend très bien ce qui se passe entre les deux filles. Sauf que lui, il est amoureux de Vanessa. Donc, du coup, par amour pour elle, il va accepter de tenter une expérience à trois. Et la sexualité à plusieurs est ainsi mise en scène. Elle le sera d'ailleurs plusieurs fois dans la série. Alors, on voit Christian aller à une soirée échangiste, par exemple. Le libertinage est abordé par un patient, qui dit ouvertement être libertin. L'ensemble des personnages hétérosexuels ont des pratiques sexuelles très diverses et montrées à l'écran. C'est surtout ça qui est intéressant. Donc, sodomie, fellation, jeux sexuels divers et variés, avec objet ou non. Et puis, par exemple, petit détail auquel il faut faire attention, quand il y a une star du X qui vient les consulter, eh bien, elle est présentée comme ça, Miss First Eye, une maison de production de films pour adultes féministes. C'est Christian qui l'explique à Sean. La série fait donc allusion à du porno féministe, ce qui est quand même pas courant. Elle laisse aussi évidemment la place à toutes les autres formes de sexualité, alors de manière relativement discrète encore dans Nip Tuck, enfin quand je dis discrète, on va dire la norme reste bien l'hétérosexualité, mais ça y est, on affirme aussi qu'il y a d'autres formes de sexualité possibles évidemment. Lise l'anesthésiste par exemple affirme avec radicalité qu'elle est lesbienne. Dans l'épisode 5, elle dit même qu'elle a un tatouage sur le sein droit avec deux femmes enlacées où elle dit I'm expressing my lesbian identity, j'exprime mon identité lesbienne. J'aimerais aussi qu'on se pose la question de ce qu'est le queer ici, puisque on a là aussi, même si on est en 2003, vous le dites, c'est assez tôt, mais on a aussi cette question-là qui est mise en avant par Nip Tuck. Et oui, alors on oublie un peu, parce qu'effectivement, depuis, notamment Pose, qui est une série vraiment géniale à ce niveau-là, mais on oublie un peu que Ryan Murphy avait commencé à poser les bases de ces questions-là très avant, puisque dès 2003, dès Nip Tuck. Nip Tuck va venir mettre à l'écran des personnages qui viennent troubler un petit peu ce monde hétéro et androcentré, en tout cas qui viennent le questionner. Alors dans la saison 1, on a le personnage de Sophia qui est particulièrement important. Alors Sophia, je l'ai déjà un petit peu abordée, c'est une femme transsexuelle qui vient consulter pour réparer une grosse cicatrice dans le cou suite à l'ablation de sa pomme d'Adam. Et elle explique très clairement ce qu'il en est. Elle dit être d'un certain genre à l'intérieur et d'un autre à l'extérieur, c'est bien un défaut de naissance, elle dit à Sean pour justifier le fait il devrait y avoir une prise en charge, une gratuité pour son opération. Plus loin, elle va lui dire mais je m'en fiche de savoir si vous m'appréciez. Tout ce qui m'importe, c'est d'être une femme totalement, de ne plus avoir droit à ces regards sur moi comme un monstre. Elle prononce le terme de freak en anglais, exactement comme vous l'avez fait la première fois que je suis entrée ici, dit-elle à Sean. Le terme de freak, il est très très fort. Le freak, c'est le monstre, celle qui est différent et qui sera forcément rejeté par la majorité. On revoit le terme du regard réapparaître, look at me, la façon dont les gens me voient, donc me regardent, y compris même les médecins comme Sean.
Ce personnage de Sophia va permettre à Ryan Murphy d'aborder dès la série Neptune, donc dès le début des années 2000, les problématiques liées à la transsexualité et la transidentité. Dès l'épisode 4, Sophia va appeler Sean, par exemple, pour qu'il vienne en aide à une de ses amies. Sean se rend alors dans un hôpital public et il s'aperçoit avec effroi que l'amie de Sophia, transsexuelle comme elle, est laissée à l'abandon par le personnel alors qu'elle est en train de mourir d'une hémorragie. Alors, elle va être sauvée in extremis par l'intervention de Sean. Et le soir au lit, on voit alors Sean qui prend un livre dont le titre et je traduis mettre à jour la conversion sexuelle. Donc Sean, il prend conscience, et les spectateurs et les spectatrices avec lui, du sort réservé aux transsexuels, de leurs difficultés, du rejet dont ils ou elles font l'objet. Autre question, Marie-Pierre, qui semble prégnante dans la série, c'est celle du patriarcat. Vous l'avez dit, hein, une série très androcentrée, c'est-à-dire centrée sur les hommes, donc on a l'impression effectivement qu'on est sur un modèle où les masculinités dominent, et en particulier dans les masculinités à la maison. Or, si on aborde, si on l'étudie plus en détail, Nip Tuck, c'est pas du tout le cas. Disons que la série elle va ouvrir des brèches dans le bastion patriarcal. Il est intéressant de voir comment Murphy et son équipe de scénaristes vont mettre en place, certes, un univers très traditionnel, très patriarcal, avec tous les stéréotypes qui le symbolisent et dont on vient de parler, mais dans le même temps, les histoires vécues par les personnages montrent ce monde comme étant parfaitement instable. Par exemple, aucun couple ne tient. Alors, pas plus les couples hétéro-homo d'ailleurs dans la série. Le couple phare, Sean et Julia, vacille constamment. Sean va tromper sa femme avec Megan, dont il sera profondément amoureux. Julia sera tentée par une aventure avec son copain de fac, Jude. Elle n'ira pas jusqu'au bout, mais un peu plus loin dans la série, elle va tromper Sean avec un babysitter masculin qu'ils ont embauché. On peut remarquer d'ailleurs que dans Nip Tuck, le duo, le couple, il est toujours mis à mal et que c'est plus souvent dans des relations à trois que les personnages évoluent. Par exemple, on a Sean, Julia, mais il y a Christian au milieu. On a Sean et Julia, mais il va y avoir Megan, la femme dont Sean va tomber amoureux. Il y a Matt avec Vanessa, mais il va y avoir une deuxième fille, pardon. Il y a Matt, il va plus ou moins avoir une relation avec une jeune Cara, mais il y aura entre eux son copain Henri. Il y a Christian qui rencontre Kimber, mais qui va rencontrer Gina. Et quand il sera en couple plus ouvertement avec Gina, il y aura toujours Kimber dans les parages, ou Julia. Et on voit que même les relations amicales ou professionnelles sont montrées comme étant plus des trios. Par exemple, Christian et Sean semblent faire un duo, mais très vite, il va y avoir Meryl au milieu, un autre chirurgien. Ou Christian et Sean, mais avec la psy ou le psy. Il va y avoir aussi Christian et Sean, mais avec Lise, l'anesthésiste. Et si on va jusque dans le détail, on va remarquer que la prof de yoga, dont j'ai déjà parlé, quand elle voit arriver Julia et Sophia pour assister au cours de yoga, elle va leur dire « Je suis désolée, je ne peux pas faire un cours avec seulement 2 personnes, je dois avoir 3 personnes minimum, je suis navrée. » La série tend à montrer donc que le mythe du couple n'est qu'une image idéalisée et fantasmée, donc vraiment, ce n'est qu'un fantasme. Aucune famille n'est présentée comme un modèle idéal. La famille, c'est une norme à laquelle les personnages aspirent, mais qui n'est pas présentée comme idéale, bien au contraire. Former une famille semble être la chose la plus compliquée du monde. Et si masculinité et féminité sont stéréotypées, pas de façon discrète, dans la série, tous les personnages vont en fait au cours de cette série évoluer, changer, vivre des histoires, rencontrer des êtres qui vont profondément les bouleverser et mettre à mal leurs certitudes, même les plus intimes. Vous avez évoqué en introduction, Marie-Pierre, quelque chose aussi de très intéressant, j'aimerais qu'on y vienne maintenant, c'est l'esthétique elle-même de la série, parce que c'est une série qui est vraiment très esthétisante, j'allais dire, au niveau, on l'a vu déjà, au niveau des corps, la façon de montrer tout ça, et à l'opposé, en même temps, on est, vous l'avez dit, sur une série qui est parfois sans phare, par rapport notamment aux opérations, où là, on est presque dans du gore. Oui, alors je vais vraiment le faire très vite, mais il faut dire un tout petit mot au moins de l'esthétique dominante de la série, qui est clairement entre le gore et le glamour. Un mélange étonnant. N'oublions pas qu'on est au début des années 2000, on sera habitué depuis à des choses de ce style-là, mais c'était assez nouveau à ce moment-là. On va avoir dans Nip Tuck des scènes qui se suivent avec un choc visuel, encore une question de regard, qui est souvent là. Par exemple, on va passer de décors bleus, gris, blancs, très froids de la clinique, avec des salles d'opération, des actes chirurgicaux filmés de très près, en très gros plan, et qui ne renoncent à rien. La graisse, le sang, les liquides corporels, les coups de scalpel. Si on vaut mieux pas manger en regardant Nip Tuck. Et jusqu'à des scènes de bars luxueux, de bord de mer, de soleil couchant. Bref, une esthétique très glamour. Et ce mélange-là est quand même assez étonnant pour être au moins rapidement souligné.
Une autre question se pose aussi pour être complet. On ne peut pas être toujours complet, bien sûr, dans l'histoire en série parce qu'on ferait des podcasts qui seraient énormément longs sur chaque émission. Mais je voulais voir avec vous maintenant, peut-être, c'est la question de l'intersectionnalité. Qu'est-ce qu'on peut en dire dans Nip Tuck? Alors, elle met en jeu, la série, effectivement, la notion d'intersectionnalité, le concept que Kimberly Crenshaw a créé 10 ans avant, donc en 91, et qui désigne le fait en sociologie qu'une personne peut subir plusieurs formes de discrimination en même temps sans qu'on puisse vraiment les hiérarchiser. Je simplifie et je définis. Le personnage de Lise permet de prendre conscience de ce phénomène social. En effet, Lise, alors, elle est montrée, donc c'est la- l'anesthésiste de la clinique. C'est une femme qui subit donc à plusieurs reprises une forme de domination masculine. Ainsi, par exemple, quand il va y avoir danger à la clinique à cause d'Escobar, eh bien, Sean et Christian vont imposer à Lise de partir en vacances. Ils ne lui laissent pas le choix, et d'ailleurs, elle va dire: vous ne me renverriez pas si j'étais un homme. Donc, c'est parce qu'elle est une femme que les deux hommes se sentent obligés de la protéger en l'éloignant de la clinique. Ensuite, on l'a déjà dit, elle est ouvertement lesbienne, et elle souligne à plusieurs reprises que ce n'est pas la sexualité dominante et qu'elle sort donc de la norme, elle le sait. Ensuite, elle souligne plusieurs fois son âge comme étant une source de discrimination. Par exemple, quand elle parle d'elle, elle se définit en 3 mots: 40, single, picky. Donc quadra, célibataire et difficile. Elle est légèrement ronde, ce qui lui fera dire à un moment donné qu'une balance, c'est l'épreuve de vérité pour une femme. Et elle dira à propos de Sophia, donc elle parle de Sophia, elle dit: si elle veut vraiment devenir une femme, elle doit commencer à mentir à propos de son poids. Enfin, pour terminer, son nom, elle s'appelle Cruz, Lise Cruz, et souligne qu'elle est d'origine étrangère. Elle subit donc une multitude de facteurs de domination, de discrimination, tiens, le lapsus intéressant, et incarne donc parfaitement le concept d'intersectionnalité, encore peu présenté dans les séries à cette époque. C'est aussi son personnage qui est chargé de verbaliser le fait que nous avons tous des fonctions sociales, mais que celles-ci sont en réalité très diverses. Elle dit par exemple à un moment donné: j'adore cette phrase: pour ma mère, je suis une enfant; pour Jane, qui est sa petite amie, une salope sans cœur; et pour mon chien, je suis Dieu. Elle exprime le fait que notre identité n'est jamais une, mais qu'elle est au contraire bien multiple, qu'elle varie en fonction des différents rôles sociaux que nous endossons au cours de notre vie. Dans l'épisode 5 de la saison 1, elle demandera d'ailleurs très ironiquement à Sean et Christian: pourquoi est-ce qu'on ne transformerait pas tout le monde en blanc hétéro? Ben oui, évidemment, question qui vient souligner la norme à laquelle elle n'estime d'ailleurs pas appartenir, mais que les deux héros non seulement cautionnent, mais réitèrent sans arrêt avec leurs opérations. La performativité du genre, on en parle de Judith Butler, est dans cette série mise en scène par la chirurgie esthétique. On arrive au bout de notre émission, Marie-Pierre, et j'aurais aimé maintenant peut-être en conclusion que vous nous rappeliez, ou en tout cas que vous nous disiez, euh, par rapport à Nip Tuck, quels sont peut-être les grands thèmes qu'on peut retenir, qu'est-ce qui a été véritablement abordé dans cette série-là, pour voir que c'est une série qui, en 6 saisons, finalement, a balayé, on l'a vu, plus ou moins tout au long de l'émission, un spectre assez large de thématiques. Oui, on l'a encore, on est resté très, très, très en deçà parce que c'est pour ça que je trouve Nip Tuck est vraiment une série à voir, une série géniale parce qu'elle apporte des thèmes qui sont très osés, très radicaux, très neufs pour une série grand public du début des années 2000. Alors, je vais en citer, je vais faire un listing, mais la série, elle aborde des thèmes importants et divers comme la pédophilie, vu du côté des victimes, série grand public, d'accord, mainstream des années 2000. On aborde la pédophilie vu du côté des victimes, le viol, l'enfance maltraitée, les maladies et leurs effets sur le corps ou les esprits, comme le cancer par exemple, ou la séropositivité. Le suicide assisté, ça dès la saison 1, l'alcoolisme, l'addiction sexuelle, les drogues, les transidentités, les violences conjugales. Et même, alors, j'ai pas, en tout cas, je n'ai pas à ma connaissance une autre série grand public qui se soit intéressée à ce thème, le thème de l'excision, par exemple. Dans la saison 2, donc là, je fais un petit écart, la saison 2, épisode 3, met en scène une jeune femme d'origine somalienne, Maya Mabika, qui vient consulter Sean et Christian pour reconstruire son clitoris puisqu'elle a subi, enfant, une excision. Les deux hommes vont accepter de faire l'opération, évidemment, parce qu'ils sont chirurgiens et que voilà, c'est nouveau, ça les intéresse. Et après celle-ci, Maya n'éprouve toujours pas de plaisir. Et même le séducteur Christian n'y pourra rien. Il sera d'ailleurs assez frustré de ça. Et c'est sur les conseils de Lise, qui va lui apprendre à se masturber, que la jeune Mania retrouve la sensation de l'orgasme qu'elle va se donner toute seule en se caressant.
c'est vraiment cette série. Moi, je n'ai pas connaissance d'une autre série qui aborde cette thématique-là, par exemple. Donc, c'est vraiment une série qui ose à peu près tout, qui met en scène des thèmes sociaux très importants. Elle ne va pas renoncer à des thèmes même les plus dérangeants. Je pense à l'inceste notamment, qui est mis en jeu dans la saison 2 notamment. C'est vraiment par ce traitement des thèmes souvent peu abordés dans les séries grand public que Nip Tuck est certainement une série à voir ou à revoir. Marie-Pierre Huillier, merci pour cette présentation très complète de Nip Tuck. Et comme vous l'avez dit, une série qui est peut-être, si vous ne l'avez pas fait dans les années 2000, à voir, ou en tout cas si vous l'avez fait il y a un moment, à revoir. Et c'est aussi le but d'Histoire en série, de vous proposer véritablement tout ce qui est ces séries, parfois anciennes, qui peut-être sont aujourd'hui oubliées et donc qu'on a intérêt à aller retrouver, en tout cas retrouver avec un certain plaisir parce que, vous l'avez dit, pour une série de network, elle aborde énormément de thématiques de façon très décomplexée. Alors, pour aller plus loin, comme tous les intervenants et intervenantes, Marie-Pierre, vous avez fourni une bibliographie indicative que l'on retrouve sur la page de l'émission sur notre site internet histoireensérie.com. Et puis, je sais que vous le faites, Marie-Pierre. Alors, j'invite tous les auditeurs et auditrices, si vous voulez suivre notre actualité, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, donc le @histoiresérie, et à nous retrouver sur le groupe Facebook de l'émission, donc Histoire en série. Vous êtes les bienvenus parce que c'est une plateforme d'échange qui permet parfois d'échanger avec les auditeurs et auditrices, de poser des questions, de savoir comment vous abordez le podcast et puis de nous proposer aussi, c'est déjà arrivé et c'est très bien, des thématiques d'émission. Vous avez le résumé de l'émission, comme toujours, disponible sur notre partenaire nonfiction.fr où vous aurez les liens pour aller écouter le podcast vers les grandes plateformes d'écoute de podcast et aussi certains le font sur YouTube. Marie-Pierre, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour cette excellente émission sur Nip Tuck et puis je vais vous dire à bientôt parce que je pense, j'espère en tout cas qu'on aura le plaisir de retravailler ensemble. Merci Marie-Pierre, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.